Nous sommes ensemble pour les prochaines heures pour le décryptage de l'actualité. C'est Actu et Débat qui s'ouvre. Bonsoir et bienvenue. Nous nous sommes ce soir proposés de revenir sur la réaction du porte-parole du gouvernement sur l'arrestation de l'ex-DGPN. Les infractions routières seront réprimées à compter de ce lundi. La police républicaine a fait l'annonce récemment. Nous en parlerons. Nous aborderons également d'autres sujets. Ce sera avec Nicolas Sopete, Jules Léandre Kitty, nos partenaires du lundi sur Actu et Débat. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Brice Bilaïki. Bonsoir Brice, bonsoir à tous. Alors, nouvelle opération de répression des infractions routières. Elle débute ce lundi, selon un communiqué de la police républicaine. Julien Kitty, beaucoup de morts dues aux infractions routières. Important, quand même, d'aller à la répression. Absolument, il faut aller à la répression parce que on a eu surtout suffisamment de temps pour faire dans la sensibilisation. Elle est restée plus permanente. Avant, par le passé, donc on reprochait au Centre national de sécurité routière, à la police nationale, aujourd'hui républicaine, de ne pas faire suffisamment de sensibilisation. Et puis, on a observé quand même que depuis quelques années, on observe, sous le régime de la rupture, on observe que à des heures données sur la route, on ne différencie plus les agents, les inspecteurs, les brigadiers, les commissaires. Tout le monde est dans la rue. On travaille à réguler la circulation, surtout aux heures de pointe. C'est vrai, il y a quelques brebis galeuses, mais la plupart des agents de police aujourd'hui sont devenus suffisamment professionnels et corrects. Ils travaillent à sensibiliser. Lorsque les réseaux sociaux, les nouveaux médias et les médias classiques aussi sont mis à contribution pour intensifier les sensibilisations, vous voyez ce que ça donne. J'ai vu régulièrement la police et le CNSR ensemble pour sensibiliser les gens, fait des descentes. Lorsqu'on a fait ça pendant toute une année, on ne peut pas comprendre que, surtout vers la fin de l'année, les gens se comportent encore avec autant d'imprudence. Et je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas continuer à rester dans les superstitions pour dire que la fin de l'année, il y a comme par enchantement des esprits liés à l'accident qui sont déversés dans les villes et sur les voies pour amener tout le monde à être agité et à aller dans les couloirs de la mort. C'est faux, ça se passe dans la tête des personnes. Il suffit, si vous demandez à des psychologues, il suffit que quelqu'un simplement, au mois de novembre, là par exemple, en commençant par faire le point de l'année, ce qu'il a prévu faire dans toute l'année, il voit qu'il reste seulement un mois, il n'a pas réalisé, il a l'impression de courir derrière sa propre vie, il a l'impression d'être anxieux, il est stressé, il pense que c'est en un mois et demi, là, il peut rattraper ce qu'il n'a pas pu faire pendant toute une année. Et c'est faux. Et vous observez simplement aux heures de pointe quand les gens sont en train de rentrer chez eux. Vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde file. Arrivé à un carrefour, personne ne veut s'arrêter. Comme si... Bon, il y a la guerre qui est sortie et qu'on doit faire chose. Donc, tout le monde est pressé. Pressé. Ce n'est pas normal. C'est même quand vous n'êtes pas dans votre plat qu'il faut aller posément sur la voie, et la police a vraiment raison d'aller à la répression. Maintenant, la répression, il faut souhaiter qu'elle se fasse, qu'elle soit à visage humain également, parce que la répression réprimée ne suffit pas brutaliser aller à la dérive. On va parler tout à l'heure. Nicolas Sopetin, Jules a estimé que la sensibilisation est suffisante pour aller à la répression. Je pense que aujourd'hui, ce qui va commencer au niveau de la police républicaine ou encore au niveau de la CNSR, ce n'est pas une répression qui n'avait jamais eu lieu. En fait, il s'agit, ma foi, d'une sorte d'intensification de cette répression. Parce que depuis le début de cette année, 2024, on a déjà commencé cette répression. Il n'y a pas ce jour à Porte-Novo qu'on ne vous arrête si vous débordez le couloir de la piste cyclable. Il n'y a pas ce jour quand vous brûlez le feu à Porte-Novo, encore à Cotonou, ou encore dans une rue de Semenkbodi qu'on vous arrête. Je crois que c'est la sensibilisation dont on parle, on a dépassé cela il y a très longtemps. Le fait est que
plus on avait effectivement, comme le disait Jules, un certain nombre de policiers dans nos rues qui sont à cette répression perpétuellement. Aujourd'hui, peut-être ce qui va changer, c'est peut-être le contingent, le nombre de contingents, le nombre de policiers dans les rues qui seront plus importants, et peut-être encore même plus dans les vents qu'on rentrerait pour réprimer tous ceux qui sortiraient peut-être de leur maison même sans casque. Parce qu'on a vu au début de cette répression comment ce qui s'est passé dans le Septentrion, où on est allé même jusqu'à dans la maison de quelqu'un le prendre. Moi, je pense que c'est peut-être ce qui va se passer. Sinon, la répression, nous étions dedans il y a très très longtemps. Pourquoi vous pensez que la police irait à la dérive? Non, mais on a assisté à ça. On a assisté à ça. Mais on a vu les autorités rappeler le groupe toutes les fois à la discipline, non, à la retenue. Ça n'a pas toujours été quelque chose de respecté par rapport à nos forces de l'ordre. Ce que moi je suggérerais à notre police républicaine qui doit faire son travail, je pense que il faut avoir, comme le disait Monsieur Jules, il faut avoir de l'humanisme dans la répression. C'est-à-dire que, par exemple, un ZIM qui prend deux clients sur sa moto, sur la même moto, et on parle de surcharge, bon, c'est-à-dire que est-ce qu'on a forcément besoin de lui saisir la moto? On peut faire descendre le client et le client se cherche une autre moto carrément. Ça permettrait à l'autre qui aurait commis l'erreur de continuer son chemin pour éviter l'accident à celui qui est de trop sur sa moto. Moi, je pense que peut estimer que le visage récidive si on ne punit pas. Non, le problème, moi, je ne sais pas, est-ce que toujours il faut avoir le bâton derrière les hommes sous d'autres cieux? La police vous arrête, pas forcément pour vous infliger, comment appelle-t-on, l'amende, pour vous infliger ou la saisie de votre moto. On vous rectifie ce que vous devez faire. On ne doit jamais punir. Non, punir. Pas toutes les fois, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression qu'il y aura un temps de sensibilisation, un temps d'observation, et puis la punition viendra après. Ça, c'est ce qui pourrait être mieux, parce que depuis très longtemps, moi je pense que la sensibilisation n'a pas duré, contrairement à ce que dit Jules, la sensibilisation n'a pas duré 1 an. Parce que tout le temps, je ne sais pas, quand est-ce que vous passez sur la voie de Cotonou, sur une voie de Cotonou, et vous violez un feu et qu'on ne vous arrête? Quand est-ce que le policier qui vous voit sans casque depuis quelques mois en arrière, quand est-ce qu'un policier vous voit et vous dit bon, monsieur a déposé votre moto là, allez chercher un casque avant de revenir? Ça ne s'est jamais produit comme ça. Toutes les fois, au début de... Vous auriez voulu que ça se produise de la sorte. On aurait pu avoir... Ça, c'est ce qui aurait pu être sensibilisation. Et ça, depuis très longtemps, en tout cas, qu'on a commencé à arrêter les gens et à sensibiliser ou à donner des amendes, on n'a pas eu ce genre de choses. À Porte-Nouveau, c'est encore catastrophique. Il y a même des lignes imaginaires qu'on a tracées aux gens. Et les gens, dès que vous débordez légèrement, on vous arrête et vous payez 8 000. Il aura fallu, à un moment donné... l'intervention du gouvernement où on divise l'amende par 2 pour demander aux gens d'aller retirer leur moto, alors que la galère qui sévit dans le pays n'a jamais eu de temps de répit pour permettre aux gens d'avoir le pain quotidien aussi facilement que cela se doit. Jules-André, les Béninois ont estimé que la répétition, elle est pédagogique et que la police pourrait, par exemple, prendre le temps de la dernière répression juste à celle-ci pour sensibiliser tous les jours. Non, mais vous savez que l'enfant qui est né en janvier 2024, c'est pas lui qui est sur moto en train de conduire là. C'est les adultes, les gens qui étaient déjà adultes, qui étaient déjà sur des motos, qui étaient déjà dans des voitures. C'est eux là qu'on sensibilise depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et sur tous les médias et avec la contribution des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a personne au Bénin aujourd'hui qui ne sait que pour monter sur une moto, il faut mettre les casques. Il y a personne au Bénin aujourd'hui, ça je le dis, je suis très à l'aise à le dire, parce que vous voyez des gens
eux-mêmes, leur comportement, quand ils n'ont pas mis de casque, ou bien quand ils ne sont pas en règle, quand ils approchent des points, des postes de police, observer leur comportement dans la circulation, ils commencent par eux-mêmes à chercher des voies pour fuir. Celui qui, lui-même, quand il voit la police, il veut fuir. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il n'est pas en règle. Alors, je pense que la police fait déjà dans la concession en acceptant la qualité des casques que nous voyons dans la rue. Pour ne prendre que cet exemple, par exemple, la police avait annoncé qu'on allait passer à la phase de contrôle de la qualité des casques que les gens mettent. D'accord? Pour ceux qui sont dans les voitures, vous savez qu'il a été imposé aux gens, même des conducteurs de taxi, que le conducteur lui-même, le passager à côté du chauffeur, puisse mettre sa ceinture de sécurité. Alors, derrière, là où il faut 2 ou 3 personnes maximum pour pouvoir mettre les ceintures, les chauffeurs, les conducteurs de taxi peuvent vous faire le témoignage qu'ils ont continué à prendre 4 personnes. Et quand vous mettez 4 personnes, ça veut dire que tous ne peuvent pas mettre la ceinture de sécurité, donc pratiquement derrière personne ne met. Mais vous n'allez pas dire que ces personnes-là, la police les arrête tous les jours. La police a fait des concessions, moi j'ai observé ça, a fait des concessions en exigeant seulement que au moins celui qui est à côté du conducteur du véhicule et le conducteur lui-même puisse mettre la ceinture de sécurité. Et que ceux qui sont sur les motos puissent mettre les casques. Vous avez donné l'exemple de celui qui prend 2 personnes sur les motos, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut prendre des mesures du genre. Le montant de l'amende ne doit pas être très élevé. Comme on disait 10 000 francs, le gouvernement a dit il faut payer 5 000. Je pense que c'est resté à 5 000 depuis. La mesure continue, non? Donc, voilà des mesures qu'il faut prendre. Si on ramène ça à 2 000 francs, moi, je ne serais pas contre. Mais je sais que la plupart des Béninois, aujourd'hui, ne serait-ce que 2 000 francs qu'on va leur arracher contre reçu un matin, ça ne fera jamais de plaisir à quelqu'un. Et si on lui arrache ça 1, 2, 3 fois dans la semaine, il va se rendre compte qu'il vaut mieux aller chercher, parce que 2 000 francs 3 fois en une semaine, quand on vous arrête, ça fait 6 000 francs. Vous n'avez pas plus de 4 000 francs à ajouter à ça pour acheter un casque qui coûte autour de 10 000 francs, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre des casques de 25, 30 et 50 000 francs. Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut arrêter les gens. Tout le monde est informé. Moi, quand je dis qu'il faut la répression à visage humain, c'est que le policier qui vous interpelle, par exemple, quand il voit qu'il est à une certaine distance d'un usager de la route, qui peut-être a laissé la piste cyclable pour être sur la chaussée où les voitures doivent être alors qu'il est motocycliste. S'il est à une certaine vitesse et parce qu'il a vu la police devant, il s'est carrément mis au milieu de la chaussée et est en train de faire des zigzags et termine le tableau, je propose que le policier ne le pourchasse pas. Parce que celui-là n'a plus le contrôle de son engin. Et dès que vous le pourchassez, non seulement il est en train de filer, il est dans un espace qui n'est pas un couloir qui n'est pas le sien, et il va paniquer. Donc s'il tombe et qu'il meurt ou qu'il est blessé gravement, honnêtement, la nation n'y gagne rien. Le policier lui-même aussi, sa conscience va lui reprocher quelque chose. Alors, sur 100 personnes qui vont se comporter, qui vont vouloir enfreindre à la loi, si c'est 1, 2 personnes qui se comportent comme ça et que la police laisse, ça n'empêche pas que les autres qui sont interpellés puissent servir de cobaye, ou bien que la démarche pédagogique puisse être entendue. Moi, quand il m'arrive, je ne suis pas en voiture, par exemple, et je prends moto, et si c'est un zémidjan, je ne permets pas à un zémidjan de me prendre et de passer sur la chaussée. Je lui demande de s'arrêter. Il s'arrête, je dis, si tu ne peux pas passer dans ton couloir, laisse-moi et pars. Qu'est-ce que les citoyens eux-mêmes qui montent sur ces motos-là font pour leur vie? Lorsque vous voulez monter à bord... Il y a quand même beaucoup de conducteurs qui continuent de ne pas emprunter leur couloir. Il y a eu un décès de motocyclistes aujourd'hui à la descente de Changeur de Godomais. Tout à l'heure. Pour cette raison. Pour cette raison. Et donc, il suffit que chacun comprenne que ce que dit la police, ce que dit le gouvernement, ce que dit le Centre national de sécurité routière, c'est d'abord pour notre bien, nous tous.
Nous sommes tous des pères de famille, les autres c'est des mères de famille. Et un enfant, qu'on envoie à l'école par exemple, qu'on prend sur une moto et qu'on roule à tombeau ouvert, pourquoi un enfant naît, on s'en occupe jusqu'à un certain âge? Est-ce que c'est pour qu'il meure gratuitement sur la voie? Donc franchement, moi je ne suis pas pour que, là où il faut que mon ami Nicolas, bien que je le comprends un peu, il faut qu'on fasse très attention sur le langage que nous tenons par rapport à ces genres de choses. En matière de sensibilisation des masses, il est établi qu'en communication sociale, lorsque vous travaillez à trouver des excuses, quand vous voulez demander à ce que les gens soient cléments, si vous commencez par trouver des excuses, ceux qui ont une mentalité de récidivistes et qui sont réfractaires à l'observance des règles, je vous jure, ce qui se passe dans leur subconscience, c'est qu'ils se disent, bon, on peut toujours continuer à violer. Ils vont continuer à dire, oh, mais si tout le monde peut parler comme Sokwete, c'est bon, bon, si on peut dire que... Et quand vous parlez de Porto Novo, moi, je n'ai pas peur qu'on me taxe de stigmatiser mes amis de Porto Novo. Toutes les fois que moi, je vais de plus en plus dans les rues de Porto Novo, je constate, et j'ai trouvé une solution à ça, j'ai l'impression que la proximité avec le Nigeria a commencé par influencer Porto Novo. La circulation dans les rues de Porto Novo, vous observez, vous avez l'impression qu'elle est plus violente que Cotonou. C'est-à-dire, Cotonou, c'est la capitale économique où il y a beaucoup d'activités économiques. Mais Porto Novo, vous avez les gens, comme en excuse, j'ai des parents qui sont de Porto Novo, donc ce n'est pas que je suis contre les Porto Novo, j'aime beaucoup de choses de Porto Novo, Monsieur Sokwete. J'aime bien aller là-bas, manger la viande, me promener, aller dans les institutions, j'aime bien la langue de Porto Novo. J'ai fait 15 ans à Papa, s'il te plaît, il y a l'influence du goût. Donc j'adore cet espace-là, mais je dis, vous avez des gens, tout le monde file. Personne ne veut respecter les feux tricolores. Et vous venez dire, par exemple, que si on brûle les feux ou bien on n'est plus sur son couloir, que normalement la police devrait simplement parler aux gens et continuer. Comme si celui qui s'est permis de brûler les feux là, lui, regardez ce qui s'est passé avec l'artiste Bernardin Ngozunku la dernière fois. Quelqu'un de ce rang là, que moi, c'est un ami personnel, je dois même dire ça. Parce qu'il m'est arrivé de le rencontrer même chez lui et tout, à Michelité. Mais quelqu'un comme lui, quand lui, il parle, il peut sensibiliser. Quand lui seul parle, là, beaucoup de gens peuvent écouter. C'est lui il est au volant, la police l'arrête, il ne veut pas s'arrêter. Il fonce sur un policier. Il est nargue. Vous voyez dans les gens dans la rue, moindre chose, il s'insulte. N'importe comment. Et puis le langage me ressemble à s'y méprendre à ce que j'ai observé quelquefois quand je suis allé dans le marché de Lagos. Moi, la première fois je suis allé dans les rues de Lagos, en 30 minutes, j'ai eu des céphalées parce que je vois une marée humaine extraordinaire, et puis je vois des gens qui se dépassent, quelqu'un cogne l'autre aussi le cogne, ne dit rien, il continue, et ça roule dans tous les sens. Vous rentrez dans un bus, moi je me suis trompé, je vous le raconte, la première fois, pour me retourner, je me perds, je vais tomber sur un parc, je dis je vais à Sémé, et j'ai entendu les gens dire CMS, je ne savais pas que c'est une localité loin de la frontière avec le Bénin qui s'appelle CMS, je pensais entendre Sémé, je rentre dans un bus, arrivé à un moment donné, quand j'ai vu quelqu'un en train de parler Yoruba, et puis goût un peu, je lui ai parlé pour dire, mais je vais au Bénin, République du Bénin, parce qu'il y a encore Bénin là-bas. On me dit, ah non, tu ne devais pas prendre ça. Mais celui qui était l'apprenti, le bus continuait quand il m'a fait sauter. Il m'a propulsé du bus. Alors, c'est ça la mentalité. J'ai rien contre les Nigériens aussi. Ouais. Mais quand vous rentrez dans Porto Novo, vous avez l'impression que, tu vois, on est pressé d'aller faire le business, et puis moins de choses au Lochi, moins de choses à Amado Tamere, Tato Memate. Ça là, il faut qu'on décourage ça. Il y a feu rouge, tout le monde s'arrête. On va finir sur le sujet. On ne sait pas comment. Vous demandez un peu de douceur dans la répression. Je la demande aussi. Mais ne demandez pas ce que quelqu'un qui prend fait sur ça. Ça c'est tellement pas compris. Vous avez, on a dit qu'aujourd'hui il y a une répression qui commence là. Et j'ai dit, il n'y avait jamais eu répit dans la répression. Si quelque chose devrait changer aujourd'hui, c'est qu'on mettra plus de contingents,
qu'on augmentera plus. Mais les exemples que vous avez donnés pour demander la clémence sont mal placés. J'ai dit, par exemple, à Porto-Novo, ça n'a jamais cessé. Il n'y a jamais eu question de sensibilisation à Porto-Novo. Non, ça, c'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a aucune ville. Non. Là, il ne faut pas décourager nos forces de l'ordre. Non. Le Centre national de sécurité routière, de représentation dans tous les départements. Je vais tout le temps à Porto-Novo. Quand vous arrivez au pont de Porto-Novo, là, vous descendez du pont seulement, là. Vous prenez la voie qui mène vers Beau-Rivage. Il y a une ligne imaginaire qui est là, qu'on a tracée. Vous ne pouvez pas dépasser ça. Vous dépassez moins de centimètres, on vous arrête. J'ai dit, la répression n'a jamais cessé. Nicolas, vous avez demandé un peu d'humanisme dans l'opération. Humanisme, responsabilité aussi, de professionnalisme des policiers. Non, on va finir. C'est ce que j'ai demandé. C'est ce que j'ai demandé. On va demander un peu d'humanisme, un peu de responsabilité, de professionnalisme de la part des forces de l'ordre. Ça, c'est ce que je voudrais et que c'est ce que j'ai toujours réclamé au niveau de cette répression. Et que excusez-moi l'expression, les bavures qu'on a eu à recenser au début de la répression, qu'on n'ait plus à avoir ce genre de choses. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à PK18 à Porto. Mais le constat est là maintenant que ces bavures sont de moins en moins observées. Je suis d'accord. Il faut qu'on fasse ce constat-là. Non, je suis dans une logique, justement. Puisqu'on dit que c'est aujourd'hui encore répression commence. J'ai dit, dans ma logique, j'ai dit qu'il n'y avait jamais eu répit dans la répression. Et que si on dit qu'il doit y avoir répression, c'est peut-être encore pour davantage foncer le clou et que peut-être nos chers policiers aient encore à reprendre avec un certain nombre de choses qu'on a dit au début. Non, moi je suis d'avis contraire. Vous n'allez pas refuser dans ce studio que lorsqu'on a lancé la répression pour non-port de casque par exemple, si le même rythme était gardé, vous allez continuer à entendre la population crier de la même manière. Même dans le communiqué du directeur de la police républicaine, le motif de cette relance, c'est que on a constaté un certain relâchement dans le respect des... à un moment donné, vous voyez, on arrêtait systématiquement tout le monde quand ils n'ont même pas... Ce dont Nicolas parle, c'est peut-être les cas isolés dont s'occupe la police. Il faut juste aller après le mouvement d'ensemble. On va changer de sujet. Toutes les soirées, vous avez la police. On va changer de sujet, s'il vous plaît. Qui fait toujours sa répression, qui arrête toujours lorsque vous êtes sans casque. Toutes les fois que vous passez sur la chaussée, la police, le commissariat. Mais vous n'êtes pas contre la répression. Je ne suis pas contre. Vous souhaitez qu'il y ait un peu d'humanisme. En tout cas, si on estime que c'est encore aujourd'hui, ça devrait commencer. C'est qu'on veut. Ça sonne mal que on estime que c'est aujourd'hui et ça me rappelle que on veut encore davantage foncer les choses et que on risque d'avoir la dérive. Oui, les mêmes dérives qu'on avait. On va souhaiter ça. On souhaite du professionnalisme. Voilà, que la police mette d'humanisme. Voilà. C'est ce que je dis. Je n'ai jamais dit que... Deuxième sujet maintenant. Réaction du gouvernement sur l'arrestation de Louis-Philippe Roumbéyan. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur cette arrestation. L'interpellation de Roumbéyan, selon Wilfried Léandre Roumbéji, est un exemple de ce que la démocratie fonctionne au Bénin. Nous l'écoutons. Je ne suis pas la police républicaine. La police républicaine a un porte-parole. Vous ne critiquez pas parfois la gouvernance? Oui, non. Moi, je lis vos colonnes. Vous critiquez parfois, non? Est-ce que quelqu'un est déjà allé vous chercher? Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, citoyens? Vous, citoyens, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous étiez étonnés? Bon, j'étais étonné comme vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? On est en démocratie, non? Chacun est libre de dire ce qu'il veut, d'écrire ce qu'il veut. Et après, il faut qu'il assume. C'est une question de responsabilité. Et c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Je ne suis pas la police républicaine. Demandez à la police pourquoi il a été interpellé. Elle vous dira. Demandez à la police ou demandez au procureur spécial. Vous n'étiez pas au tribunal hier. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. Mais donc, vous savez pourquoi il a été interpellé. Si vous avez rendu compte, je n'ai pas encore lu vos journaux ce matin, mais si vous avez rendu compte, vous savez donc pourquoi il a été interpellé. Et vous voulez que je vous dise le contraire de ce que vous savez? Qui n'est pas le journalisme. Parce qu'il y a des questions à poser au gouvernement. Vous venez de dire, par exemple,
est-ce que ces interpellations participent de la protection des libertés. Je ne pose pas la question de cette façon. Je cherche à savoir. Je peux demander à un porte-parole du gouvernement, le gouvernement qui est garant donc d'un vivre ensemble assez agréable, assez soutenable. Je peux demander au gouvernement, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que même si c'est basé sur la loi et qu'on a interpellé régulièrement les gens, est-ce que ça ne dérange pas le climat dans lequel le gouvernement doit pouvoir travailler sereinement pour pouvoir faire le développement? Est-ce que le gouvernement est à l'écoute, par exemple, de ce que dans l'opinion les gens en disent? Voilà des questions qu'on peut poser. Mais parce que on pose des questions au gouvernement comme si le porte-parole du gouvernement, il est le juge, il est le procureur. Et quand il va répondre comme s'il est le procureur, il se trouvera encore des gens pour lui dire il est en train de passer outre, on est en face d'un gouvernement qui manipule la justice. Non. C'est la justice qui qualifie les faits. Même un plaignant peut dire, vous m'avez volé, vous êtes bandit, vous êtes criminel, vous avez voulu me tuer. Un juge prend et dit, le procureur notifie ce que celui-là a fait là. Voici ce que ça signifie, suivant les tests. Et après, ça s'impose à tout le monde. Alors, la réponse que le porte-parole du gouvernement a donnée finalement, et qui est très responsable, c'est de dire que la démocratie, je l'ai répété à foison dans ce studio, et en donnant même une image plus ou moins triviale, mais qui est quand même réelle. Je vous ai dit, vous pouvez vous rentrer dans la rue là, maintenant après Radio Cotonou, vous rencontrez n'importe qui. Les gens ne savaient pas si vous avez une intention de les agresser. Vous pouvez gifler tout ce que vous voyez. Vous pouvez les insulter, enfants bâtards. Puisqu'au moment où vous voulez les gifler, ils ne savent pas. Pourquoi? Puisqu'au moment où vous voulez les insulter, ils ne savent pas. Mais quand vous avez fini de dire ça, si on est dans un état où, comme c'est le cas, même les injures publiques sont punies par la loi, celui-là, la loi lui dit, ne dis rien, ne réplique pas par les gifles, parce que vous allez démarrer une bagarre, va te plaindre au commissariat pour dire que quelqu'un t'a giflé, alors que tu ne lui as rien fait, ou quelqu'un t'a insulté, publiquement, et il t'a diffamé. Et donc, la personne va en répondre. La personne va en répondre. Ça fait partie de la démocratie. Je suis surpris. Est-ce que vous estimez que l'ex-flic, l'ex-DGPN a outrepassé, a manqué de réserve? Moi, j'ai vu... Parce que c'est peut-être ce qu'a semblé dire le porte-parole du gouvernement. Il faut partir des chefs d'accusation qui lui ont été notifiés. On a parlé de harcèlement par voie numérique. On a parlé d'incitation à la révolte. Est-ce que vous avez pu entendre dans les propos, moi c'est Louis-Philippe Mounéon, il est indéniable que c'est un flic au sens propre même du terme. Il a fait ses preuves à la tête des raids dans ce pays. Il a été commissaire central de Cotonou. Il a été directeur général de la police nationale. C'est pas parfait, mais je pense qu'il y a eu des situations dans lesquelles il a montré la force publique. Mais est-ce que vous avez pu entendre dans ces propos que moi j'ai entendus, et je crois que ça n'a pas été démenti, qu'il a pu dire que si ce qu'il dit, il insinue, son cabinet estime que on tente de l'arrêter, on se prépare à l'arrêter, et que si la police venait pour l'arrêter, on va assister à un spectacle dans le pays. Vous, dites-moi, quand vous entendez ça, d'accord? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments pour chercher à savoir. Je ne suis même pas habilité à savoir si la meilleure façon de faire, c'était de l'interpeller, de l'arrêter, de l'écouter et de le déposer. Peut-être qu'il y a une autre manière de parler à ces gens de personnes pour dire non, vous devez garder un peu de réserve. Ce n'est pas bien. On peut l'appeler, même si un policier, même s'il est à la retraite, il reste sous le drapeau. Un militaire, même s'il est à la retraite, il reste sous le drapeau. Ça veut dire qu'on peut l'appeler à tout moment. On ne devrait pas dire ces choses. Non, attendez. Moi, j'ai entendu des choses qui m'amènent à m'expliquer le chef d'accusation, par exemple, incitation à la révolte. C'est-à-dire que vous avez vu comment la population s'est mobilisée quand on voulait l'interpeller. Dans d'autres circonstances, sous d'autres régimes, une situation du genre et ses propos à lui auraient pu amener la grande masse à se braquer contre un gouvernement. Et quand lui va il va enfreindre à la loi pour l'interpeller, ça peut créer des soulèvements. Et donc, je pense qu'on est allé dans ce sens-là. Mais je dis une chose encore, on l'a écouté, le procès a été prévu. Tenons compte du fait que jusqu'à ce qu'il soit condamné, on peut aller faire le procès maintenant et le juge qui va connaître du dossier va estimer que
même si il y a comme une intention d'appeler les gens à la révolte, ces avocats démontrent que Philippe Oumouléon n'en a aucune intention et il va être simplement purement relâché. Et lorsqu'on parle de harcèlement par voie numérique, moi je me pose la question toute bête de savoir est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui justifie un tel chef d'accusation? La réponse est oui. Il y a un code du numérique dans notre pays. Que ce code vous plaise ou pas, si vous n'êtes pas d'accord, mobilisez-vous, chers amis. Faisons des pétitions, allons voir les députés, ils n'ont qu'à reprendre la loi et dire que ça n'existe plus. Même les journalistes, est-ce que ces arrestations ne plombent pas? Vous avez soulevé la question tout à l'heure, je l'avais prévu. Est-ce que ça ne plombe pas le climat déjà délétère à la fin presque du mandat de Patrice Talon? Est-ce que ça ne rajoute pas à la psychose? Mon cher Brice, je t'avais déjà signalé. On va finir sur le sujet très rapidement. J'avais déjà signalé ou insinué une pareille idée dans mes propos. Je dis que à la fin d'un mandat comme ça, on a eu déjà faire de ce genre d'arrestation et que quelqu'un comme lui, Philippe Oumouléon, a vu ce qu'il a été, ce qu'il est, qu'on aille encore prendre des gens comme ça pour des propos tenus. Quand on parle de, comment appelle-t-on, Jules évoquait le code numérique. Une seule chose que le bon philosophe se pose, c'est suffit-il d'avoir les lois pour être libre? Et la réponse est bien catégoriquement non, parce que toutes les lois ne se basent pas sur la raison. Il y a Spinoza qui dit par exemple que un état libre est un état dont les lois sont fondées sur la raison. Alors donc il n'y a pas que toutes les lois, il suffit pas d'avoir les lois, toute une cargaison de lois pour dire que oui, nous sommes libres dans un pays. Je pense que les lois parfois sont faites à dessein pour recadrer telle chose, pour punir à tel moment, de telle façon. Je pense que on est peut-être dans une démocratie où c'est la loi qui s'impose et où les hommes sont faits pour la loi et non que la loi est faite pour les hommes, pour une certaine protection des hommes. Voilà là où nous en sommes arrivés. J'aurais aimé qu'à la fin du mandat, malgré les dérives que les gens c'est pas les... Parce qu'on ne va pas je ne prône pas le libertinage. Vous prônez quoi? Ce que je voudrais, au fait, il y a un certain nombre de personnes qui, comme il a dit tout à l'heure, sous un autre régime, vous avez 30 secondes. Des propos de Louis-Philippe Oumouléon auraient pu amener la masse à s'interposer. Alors, vous pensez que si les Béninois ne sont pas allés s'interposer par rapport à cela, vous pensez que c'est parce que les Béninois ont perdu donc cette habitude de protéger un leader ou de faire cela? Non, c'est parce que désormais, on n'obéit plus pas par volonté, mais on obéit par obligation. Ah bon? Oui, c'est le cas au Bénin. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus une obéissance des lois qui conduit à une liberté. Il y a par volonté. Il y a une obligation d'obéissance à la loi. Et donc, c'est ça. Même vous qui venez en tant que journaliste dans un studio dire ou parler ou critiquer ce régime, vos amis, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, vous venez, on dit, fais attention à ce que tu veux dire. Alors, dans ce climat-là, vous voyez, personne n'est épargné. Il y a quelques années en arrière, Philippe Oumouléon s'imaginerait mal aller à la retraite de cette façon-là, s'imaginerait mal être arrêté de cette façon-là, et qui demain sera encore pris parce qu'il aura tenu un propos où lui-même ne sait même pas à quelle est la loi qu'il viole. Et le code numérique, est-ce que tout le monde en maîtrise? Quelle est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à faire penser au Bénin que tant que c'est mauvais, vous vous taisez. Ah bon? Oui, j'ai comme impression, ça dit que Nicolas, vous ne dites plus que ça ne va pas. Parce que dès que vous dites ça... Mais vous le dites maintenant, non? Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train de le dire, Nicolas. Non, mon cher Brice, je vais vous dire qu'en venant ici, des gens vont comme interpeller. Fais attention, je t'ai écouté.
Des gens vont te dire, fais attention, Julien, 30 secondes. Vous pensez que ça rajoute à la psychose? C'est ça. Ces arrestations... Non, moi je voudrais d'abord me désoler de quelque chose. Vous ne pouvez pas être en train de jouir d'une liberté et conclure que cette liberté n'existe pas. Mais si ce que vous venez dire à ce micro en critiquant les actions du gouvernement ou en critiquant ce qui se passe, personne ne vous dit « Ah, mais ce que vous dites là est sensible, hein, faites attention. » Vous pensez que ça a de la valeur ce que vous dites? C'est ce qu'ils vous disent là qui montre que ce que vous dites a de la valeur. Et maintenant, la différence entre ces personnes et vous, c'est que vous avez appris à dire ces choses-là, à les dire dans les règles de l'art, suivant les tests, de sorte à ce que, même si ça passe par la tête d'une autorité, de vous faire interpeller parce que votre tête ne lui plaît pas, si ce n'est pas basé, la démarche n'est pas basée sur la loi, si vous n'êtes pas tombé sous le coup de la loi, on ne vous interpelle pas. Mais on ne va pas vous interpeller alors que la loi justifie l'interpellation. Et vous dites, non, je savais qu'il était déjà contre moi avant. Je savais, bon. Ou bien, quelqu'un va dire, bon, comme actuellement, on dit que, bon, l'argent ne circule pas dans le pays, on interpelle quelqu'un qui a volé, il dit, bon, c'est parce qu'il avait faim. On peut lui trouver la situation atténuante devant le juge pour dire, ben, il avait faim. Mais ça n'amène pas le juge à effacer l'infraction du vol. Le juge peut dire, s'il devrait faire la prison pour 10 ans, ah non, il y a que, on ne lui a pas donné à manger. Donc, je lui donne 2 ans. Parce que je veux également que d'autres personnes qui écoutent ça ne disent pas tout contraire, on justifiera ça par le fait qu'on a faim, on peut continuer à voler. Donc la psychose que cela installe, moi quand en disant que le journaliste aurait pu poser une telle question au gouvernement, c'est pour dire que le porte-parole du gouvernement, c'est à des questions du genre qu'il peut s'attendre. C'est pas pour lui dire quels sont les chefs d'accusation contre Philippe Oundéon, c'est pas pour dire qu'est-ce qu'il a arrêté. C'est pas lui qui l'a arrêté. Non, mais je vous en prie. On va poursuivre les échanges. Il faut que la presse aussi, il faut que la presse aussi fasse son travail pour aider la population à comprendre ce qui se passe. Maintenant, si quelqu'un, même s'il reste 24 heures pour un régime, pour partir, si quelqu'un ne regarde pas les lois qui sont en vigueur dans le pays et viole, piétine ces lois-là, accepter qu'on l'interpelle. Maintenant, la police, la justice, c'est des gens qui sont formés également, policiers et juges, pour voir, pour écouter la société, pour voir est-ce que si nous agissons à tel moment précis, si ça va continuer à protéger la quiétude ou si ça va créer des troubles. Parce qu'il y a des moments donnés dans la vie d'une république où, même si les lois sont là, les troubles ne sont plus contrôlés. Merci. Mais il ne faut pas accuser la justice de dire qu'elle n'a pas choisi le bon moment. Le juge qui veut interpeller, la police qui veut interpeller, ils ont pris leur disposition. Ils savent qu'en ce moment, il faut interpeller la personne. Et que celui qui a interpellé, moi je veux maintenant, qu'est-ce que je vais regarder en tant que citoyen? Est-ce que quand on veut interpeller M. Philippe et Oundéon, est-ce qu'on l'a molesté? Est-ce qu'on a respecté ses droits? Est-ce qu'on lui a permis de rencontrer son avocat? Est-ce que, moi j'ai entendu quelqu'un parler, c'est son avocat. On a prévu qu'on va le juger. Même si on ne prend pas dessus le mur. On va finir sur le sujet. Écoutez, on a fini. Non, celui qu'on a pris. On a moins de 15 minutes pour le prochain sujet. Celui qu'on a pris. On va y aller maintenant. Pendant qu'il était directeur général de la police nationale. Merci, Jules. On aurait déjà pris toutes ces personnes. Actu et débat. Je veux rappeler aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre qu'ils sont sur Actu et Débat, Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Le Bénin connaît depuis quelques jours une hausse galopante du prix de l'huile végétale, communément appelée huile d'arachide. Dans l'espace de quelques jours, il a connu une augmentation de plus de 50%. Cherté de l'huile, une situation qui vient s'ajouter à la cherté des denrées que les ménages ruminaient depuis peu. Juliandre, j'ai envie de rester avec vous pour vous demander, c'est le calvaire qui se rallonge pour les consommateurs. Non, je pense que c'est une situation à laquelle on est habitué en fin d'année. C'est-à-dire que c'est un principe de marché... C'est cyclique pour les fins d'année? Oui, les fins d'année, puisque... Vous en êtes sûr? Non, d'abord, c'est la première raison. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une période de l'année où vous savez que beaucoup de gens vont s'approvisionner, donc la demande devient très forte.
l'offre est chère, c'est-à-dire que ceux qui vendent augmentent les prix. Il y en a qui gardent même ces produits-là, qui les stockent et les revendent très cher. Par exemple, si on arrive autour de fin janvier, on rentre dans février, vous allez voir les mêmes produits là, quelle que soit la situation au plan international, vous allez voir que ça ne va pas coûter la même chose parce que le nombre de personnes qui viennent demander là, le nombre est en décroissance. Maintenant, au-delà du fait que nous sommes à la fin de l'année et ces produits-là coûtent cher, seuls les produits avariés, seuls les produits de peu de qualité, qui coûtent moins cher à la fin de l'année, on donne l'impression aux gens que c'est des produits de qualité. Non, plutôt à la fin de l'année, les choses coûtent cher. Mais non, il y avait déjà que tout au long de l'année 2024 particulièrement, moi j'ai observé que il y a des produits de première nécessité qui, contrairement aux autres années, coûtaient déjà très cher tout au long de l'année. Et d'ailleurs, même le gouvernement aussi est intervenu sur ces questions. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Est-ce que le calvaire se rallonge pour les consommateurs? Les denrées, on était habitués à la cherté de la vie depuis. Vous savez pourquoi ça n'a pas cessé. Vous savez pourquoi je ne réponds pas de façon mécanique à votre question? C'est parce qu'il y a un vice derrière. Vous êtes en train de poser la question. C'est quoi? Vous êtes en train de poser la question comme un syndicaliste qui veut qu'il soit établi que les Béninois souffraient tellement. Vous êtes consommateur. Je suis consommateur. Je viens de vous dire que. Oui. Vous ne souffrez pas. Moi, je viens de vous dire que contrairement aux autres années, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas seulement à la fin de l'année, là, maintenant, que les choses sont devenues chères. Ça veut dire quoi? Je suis en train de consacrer que tout au long de l'année, c'était déjà constaté qu'il y avait cherté de la vie par rapport à un certain nombre de produits de première nécessité. Mais l'huile, c'est maintenant. Oui, l'huile, c'est maintenant, mais parce que l'huile... il y a ceux qui vendent ça, qui peuvent vous dire que leur source d'approvisionnement, à la source, ça a commencé par devenir cher. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi les gens augmentent les prix. Maintenant, si vous voulez qu'ils disent le calvaire continue ou s'aggrave pour les Béninois, moi, je viens de vous dire que... Le calvaire ne s'aggrave pas pour vous, consommateurs? Non, pas du tout. Tant que c'est cher, d'accord, le calvaire s'aggrave. Mais je ne suis pas pour me contenter de dire... Parce que quand vous allez vous contenter de dire le calvaire s'aggrave, vous ne dites pas qui crée le calvaire. Vous ne dites pas, si vous voulez, prenons votre micro, allons chercher à comprendre. Non, je ne voudrais pas qu'on s'occupe de qui crée le calvaire. Je voudrais qu'on s'occupe des consommateurs. Oui, ça fait mal aux consommateurs et ça fait mal aux consommateurs que je suis. Merci. Et moi, si je m'en sors un peu, c'est parce que, l'huile, de plus en plus, je l'enlève de mon alimentation. D'accord. Depuis, on n'a pas entendu d'association de consommateurs, Nicolas. Que fait le ministre du Commerce également? Les consommateurs sont livrés à eux-mêmes? Non, c'est une situation déplorable, il faut le dire. Parce que c'est vrai, depuis un bon moment, on est déjà habitué à cette hausse des prix sur le marché. Et il y a quelques mois en arrière, l'huile qui aujourd'hui à 2000 le litre ou 1800 le litre, s'était retrouvée à 875. Et que à la fin de l'année comme ça, on se retrouve encore à cette flambée du prix de l'huile. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal. Et là où ça fait davantage mal, c'est que quand ça arrive comme ça, les gouvernants ne disent rien ou presque n'annoncent aucune mesure pour alléger la tâche à la population. Et là où ça fait davantage mal, c'est que les hommes politiques qui se battent pour la conquête du pouvoir ne disent jamais absolument rien pour dire quelles sont les actions qu'ils pensent mener pour aider cette population qui en souffrait déjà. C'est là où ça fait mal. Et moi, Mais vous ne dites pas que la presse qui devrait montrer que voici après les investigations, voici pourquoi ça coûte cher. La presse l'a fait. La presse a interrogé les associations, enfin les importateurs de ces huiles-là. Mais moi, je peux vous dire une chose. C'est pas pour tacler les confrères. Mais j'ai vu comment ça fonctionnait la presse économique dans ce pays avant. Il fut une époque où déjà, dès que ça arrive comme ça, que les gouvernants, ce qui oblige souvent dans les pays les gouvernants à ne jamais dormir 24 heures, c'est que vous avez des gens qui sont comme des emmerdeurs professionnels. Vous avez l'impression que l'alerte n'est pas suffisante, c'est ça? L'alerte doit être plus forte que ça. Et des gens vont faire des enquêtes. Tu vois, c'est bon d'interroger les importateurs. Les importateurs peuvent être des véreux. C'est peut-être eux
qui se sont entendus dans leur association pour augmenter les prix, d'accord, alors que il n'y a pas de raison fondamentale pour le faire, mais des gens peuvent se donner pour boulot de chercher et de démontrer que c'est une supercherie pour gruger des populations qui sont déjà en difficulté. Moi, je Dès pense que c'est comme ça, non, moi, je pense plus personne ne cache rien. non, mais au-delà même de ce que la après presse avoir parlé devrait des faire. gouvernants, Oui, après avoir parlé des associations de consommateurs, que vous parlez au-delà aussi même de ce que la presse devrait faire. Moi, je pense que il y a quoi faire. Pourquoi c'est au-delà? Dites ça aussi. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que les gouvernants savent pourquoi c'est arrivé. Maintenant, mon problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour alléger. Parce que ce que veut le citoyen lambda, c'est qu'est-ce qu'on fait pour lui rendre la vie facile, lui. C'est ce que nous cherchons à savoir. Il se fait que depuis un bon moment, dans mon pays, on était habitué à des régimes où, à l'issue d'un conseil de ministres comme ça, qu'on nous dise qu'il y a eu subvention pour tel produit de première nécessité. Il n'y en a plus, c'est ça. Depuis un bon moment, vous n'entendez plus ça. D'accord. On est au terme presque de cette émission. Je voudrais qu'on dise un mot sur le Sénégal. Ce dimanche, les Sénégalais ont voté pour les élections législatives anticipées suite à la dissolution du Parlement par le président Bassirou Diomaye Faye. Le PASTEF, c'est vrai que les résultats ne sont pas officiels, mais les tendances sont en train de confirmer que le PASTEF est en avance, la mouvance au pouvoir. Confirme sa mise, Jules, sur la politique sénégalaise. 30 secondes. Oui, ça ne me surprend pas parce que ce résultat n'est pas dû au travail que peut-être le duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye auraient déjà fait depuis qu'ils sont au pouvoir. Pour moi, ils n'ont encore rien démontré qui puisse justifier un bon résultat. C'est l'ombre de ce qu'ils avaient. Et c'est là où Diomaye Faye a été intelligent. Donc, dès qu'il a lancé un projet de révision et que le Parlement a rejeté, le Conseil constitutionnel a entériné la décision du Parlement. Et comme il en a le pouvoir, il a dissous le Parlement pour faire des élections législatives anticipées. S'ils attendaient 1 an, 2 ans, 3 ans pour que ça arrive. Ils n'auraient pas la majorité au Parlement. Parce que ils n'ont pas encore aujourd'hui. Il y a la tendance depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Il y a encore cette fièvre là pour la jeunesse de dire bon, tout compte fait, si nous ne leur donnons pas une majorité parlementaires, ils peuvent avoir beau jeu de nous dire c'est parce qu'après on les a coincés là-bas qui n'ont pas donné le résultat. Donc donnons-leur la carte libre. Très bien. Voilà, pour les mettre en observation. Voilà, qu'est-ce qui a joué contre l'opposition, Nicolas? Non. La dispersion en dépit d'accord entre coalitions? Non, moi je pense que les effets de la gouvernance Macky Sall sont toujours là. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure que Diomaye Faye et puis son premier ministre n'ont encore vraiment pas convaincu par rapport à la gestion ou encore l'amélioration des conditions de vie. Les gens pensent que jusque-là, ce que les autres sont en train de gérer encore, c'est au fait le passif de Macky. Et donc, il faut leur accorder cette majorité-là pour pouvoir espérer mieux de, sinon, ils prendraient comme prétexte le fait qu'ils n'ont pas cette majorité. La preuve, Macky Sall se moque de tout le monde. Il vit dans son Eldorado au Maroc. Et il est candidat. Il vient même. Mais il faut se réjouir au moins d'une chose. Il faut se réjouir au moins d'une chose. Les élections ont eu lieu et a permis à tout le monde de s'exprimer. A permis à tout le peuple sénégalais, à tous les partis, en tout cas les partis qui se sentent concernés d'aller aux élections. Il faut que nous prenions l'exemple de ces gens. Ça se fait ici. Merci à Julien Ketty et à Nicolas Sokweten, nos deux invités de Actu et Débat sur Radio Cotonou ce lundi. Blaise Sakla, Patrice Medja, Brice Bill a été dit. Nous vous remercions, chers amis auditeurs, d'avoir été à notre compagnie. Jeudi, c'est notre rendez-vous sur Actu et Débat. Prenez déjà le rendez-vous.